La patience de Griselody. Comme le marquis de Saluces passait sa jeunesse sans vouloir se marier. Au pied des Alpes, du côté d'Italie, est le riche pays du Piémont. Et en une contrée dissolue, est le marquisat de Saluces, où sont plusieurs bonnes villes, châteaux et bourgades fort peuplées, lequel a toujours été gouverné par de grands seigneurs entre lesquels on trouve que le plus grand et le plus renommé de leur race fut un nommé Gauthier de Saluces, auquel appartenait la seigneurie du dit pays. Il était plein de bonnes mœurs, gouvernant ses sujets avec douceur. Il était aimé d'eux, ce qui le rendait renommé partout. Le marquis, passant le temps au divertissement de la chasse, ne se souciait de rien plus. Il ne songeait point à se marier, quoique souvent on lui eût persuadé de cela, ce qui chagrinait fort ses vassaux, pour éviter les guerres civiles. Un jour, s'étant assemblés pour cela, ils le prièrent de recevoir leur requête. Et un seigneur du pays lui dit au nom de tout le peuple : « Monseigneur, votre débonnaire-té nous donne hardiesse toutes les fois que le besoin nous contraint de vous parler librement. Tous vos vassaux m'ont chargé de vous faire une prière touchant ce qu'ils désirent de vous. Non pas qu'en j'ai quelque singularité, mais parce qu'ils ont connu que vous me faisiez la grâce de m'aimer comme vous me l'avez témoigné en plusieurs rencontres, dont je vous remercie. Or est-il, monseigneur, que tout ainsi, que de raison, tous vos faits et dits nous doivent plaire, dont nous sommes heureux d'avoir un tel seigneur, encore plus si nous voyons de votre lignée qui nous put gouverner après vous. C'est ce qui manque à notre bonheur. C'est pourquoi nous vous prions de nous l'accorder, ce qui augmentera votre honneur et nous causera un grand bonheur en vous mariant. Et s'il vous plaît, nous commandez de vous chercher une femme, nous tâcherons de vous contenter. Mes amis, dit-il, vous me voulez contraindre à une chose pour laquelle je n'ai jamais eu de volonté, et que j'avais résolu de ne faire jamais, me délectant de vivre en liberté. Considérez combien il est difficile de trouver quelque chose qui convienne bien à toutes les complexions qu'on a. Et combien est malheureuse la vie de celui qui se trouve lié à une femme non convenable à soi. Et jugez combien le mariage est une chose douteuse. Et si quelque bonne rencontre vient à l'homme, tout vient de celui qui est au ciel. Mais pour adhérer à vos volontés, mes amis, je veux bien me marier. Et quant à l'offre que vous me faites de m'en trouver une, je me contente de votre bonne volonté, la réputant procéder d'une sincère foi et loyauté. Mais afin que je n'aie à me plaindre de personne, si mal en venait, je veux moi-même choisir une à mon gré, espérant avec l'aide de Dieu auquel je recommande toutes mes actions, que par sa divine bonté, il m'octroiera, avec le conseil de mes amis, le parti que je vivrai en paix et au salut de mon âme. Mais je veux que dès maintenant, vous me promettiez, tous, que celle que je choisirai pour ma femme sera honorée de vous et révérée pour votre princesse, comme si elle était fille du plus grand roi du monde. » Ces gens, désirant sur toute chose que leur seigneur fût marié, qu'il accordait leur demande, lui répandirent tous joyeusement qu'ils en étaient fort contents. La résolution prise, les députés remercièrent leur seigneur et prirent congé de lui. Aussitôt le marquis dépêcha aucun de ses familiers pour l'après des noces, et leur assigna le jour. Comme le marquis de Saluces résolut de se marier avec Griselody. Auprès du château du marquis, il y avait un petit village mal peuplé de gens tous pauvres, où le marquis passait souvent à la chasse. Entre ces pauvres gens était un homme nommé Janicole,
fort nécessiteux des biens du monde, mais fort homme de bien. Et la grâce de Dieu ne laisse pas d'être dans les pauvres maisons aussi bien que dans les riches. Ce bonhomme avait une fille nommée Griseldy, bien faite de corps et de visage, mais sa vertu et bonnes mœurs la rendaient encore plus recommandable. Ayant été nourrie pauvrement, elle ignorait les délices mondains et les délices de la cour. Sa jeunesse était conduite par un viril courage. Sa virginité accompagnée d'humilité et de bonne grâce. Car de son petit travail, elle nourrissait son père avec quelques brebis qu'elle menait paître en faisant quelque chose de ses mains. Et ainsi, il subsistait pauvrement. Ses bonnes mœurs avaient beaucoup plu au marquis qui, allant à la chasse, avait jeté quelquefois les yeux sur elle. Il avait d'autant plus regardé, non pas d'un voluptueux regard, mais par admiration de sa grande vertu et sagesse, ce que remarquant le dit seigneur, et lui semblant assez belle, se résolut de la prendre pour sa femme. « J'ai trouvé, dit-il un jour, une jeune fille proche d'ici, que je veux pour ma femme, et l'emmener dans peu de jours dans mon palais. C'est pourquoi, songez comment vous pourrez la recevoir honorablement, afin que je me puisse dire content de vos promesses, et que vous le soyez de même. » Les seigneurs répondirent qu'ils s'efforceraient d'honorer et de tenir pour leur souveraine dame et maîtresse. Puis chacun se prépara à faire grande fête. Le marquis la fit préparer somptueusement, et tel que jamais on ne vit dans Saluces une aussi grande magnificence, invitant tous ses parents et amis, toute la noblesse circonvoisine. Il avait déjà fait tailler de beaux habits pour sa future épouse, et aussi fait préparer plusieurs bagues, ceintures et joyaux de grand prix, avec une belle couronne ornée de pierreries, et généralement de tout ce qui était convenable à une grande dame. Au jour destiné pour les noces, le palais fut plein de chevaliers, gentilshommes, dames et demoiselles, bourgeoises et d'autres. Le dîner était prêt, que personne ne savait quelle était la nouvelle marquise. Comme le marquis partit avec sa compagnie pour emmener la fille à Janicole. Le marquis, ayant donné ordre à toutes les choses nécessaires, dit aux assistants : « Messieurs, il est temps d'aller quérir madame. S'il vous plaît de venir avec moi. » Ils répondirent qu'ils secondraient ses desseins. D'abord, ils montèrent à cheval et marchèrent en grande pompe vers le dit village. Et quand ils furent devant la maison de Janicole, père de Griseldy, ils la rencontrèrent, qui portait une cruche d'eau sur la tête. Griseldy ne savait rien de tout cela, mais seulement ayant ouï dire que le marquis devait se marier ce jour-là, s'était hâté de faire sa besogne pour aller voir passer madame la marquise et ses compagnes. Comme elle voulait entrer chez elle, le marquis lui dit : « Griseldy, où est ton père ?» Elle, toute honteuse, lui répondit : « Monseigneur, il est à la maison. » Le marquis dit : « Fais-le venir. » et mit pied à terre. Quand le bonhomme fut venu, il le prit par la main et lui dit : « Mon ami, je sais que tu es un fidèle vassal, que tu m'as toujours aimé, et feras tout ce que je te commanderai. Ainsi, pour te dire mon dessein, je suis ici pour te demander ta fille en mariage. Regarde si tu veux me la donner. » Cet homme fut étonné de ces paroles. Il crut qu'on se moquait de lui, et rougissant de honte, il dit au marquis : « Je veux ce qu'il vous plaît, car vous êtes mon souverain. » « Entrons dans la maison, dit le marquis, car je veux parler à ta fille en ta présence. » Il commanda à ses gens de l'attendre. Puis il entra dans la pauvre maison de Janicole, s'étonnant des bons services que cette pauvre fille rendrait à son père, se tenant si bien en ordre, nonobstant leur pauvreté, et du bon accueil qu'ils lui faisaient. Quand le marquis fut entré, il dit à Griseldy :
Il faut que tu sois ma femme. » N'en es pas-tu bien aise ? Elle fut bien surprise de ces paroles et de voir de tels hôtes dans sa cabane. Elle répondit : « Mon Seigneur, je sais bien que je ne suis pas digne d'un si grand honneur que d'être la moindre de votre servante. Néanmoins, si c'est votre volonté et celle de mon père, je ne vous dois désobéir en rien. » « Eh bien, dit-il, ma chère amie, puisque selon ma demande il plaît à ton père que tu sois ma femme fidèle, je veux savoir de toi si, te prenant pour ma femme, comme j'ai résolu de faire, ta volonté se voudrait accorder à la mienne, en sorte que tu t'efforceras toujours de me complaire, et ne me contraindras jamais en aucune manière sans murmurer de rien, et que tout ce qui me plaira te plaise. » « Mon Seigneur, je vous ai dit que je ne suis pas digne de l'honneur que vous m'offrez d'être votre épouse. Il me suffit d'être la moindre de vos servantes. Toutefois, puisqu'il plaît à votre grandeur, je prie Dieu que votre volonté soit mon bonheur. Je vous promets que je ne ferai chose contre votre volonté, quand ce serait qu'il me faudrait mourir. »« En voilà assez, » dit le marquis. La prenant par la main, il l'emmena dehors, où, en présence de sa compagnie, il dit : « Mes amis, c'est celle-ci que je tiens pour ma femme. Et elle me veut pour son mari. » Se tournant vers elle, qui était toujours honteuse, il lui dit : « Mamie, me veux-tu pour mari ?» Elle lui répondit : « Oui, monsieur, si telle est votre volonté. » Et il dit : « Je te veux pour ma femme. » Aussitôt, il dit au peuple : « Voici madame, je vous commande de l'aimer et honorer comme moi-même. » Et afin qu'elle ne parût point pauvre et misérable, il lui fit quitter ses habits et la fit orner de beaux et somptueux vêtements qu'il lui avait préparés pour ses noces. Les dames l'entourèrent de précieux joyaux et, lui ayant accommodé ses blancs cheveux, le marquis lui mit une riche couronne sur la tête, toute garnie de diamants. Comme le marquis de Saluces épousa la belle Griselodie. Griselodie étant ornée, comme nous avons dit, le marquis la fit monter à cheval, accompagnée des dames du pays, la fit conduire à l'église où se fit le mariage, et lui monta un riche anneau fait exprès. Les cérémonies de l'église étant achevées, ils furent conduits en grande magnificence au palais. Les noces furent belles et grandes, autant que s'il eût épousé la fille du roi de France. Elle était belle de face et de corps, comme nous l'avons dit, de sorte qu'elle paraissait si avenante, par toutes ses qualités, qu'on ne l'eût point prise pour la fille de Janicole, ni pour bergère. Semblait mieux la fille d'un roi que d'un paysan. Les nobles estimaient le marquis d'avoir fait un si beau choix, et au lieu de la mépriser à cause de sa pauvreté, ils l'estimaient autant qu'une princesse. Enfin, elle fit si bien par sa sagesse et douceur que ses sujets et tous ses voisins parlaient de ses bonnes grâces, de sorte que les seigneurs et dames lui venaient rendre visite et s'en retournaient contents et satisfaits. Elle donnait bon ordre aux affaires domestiques et d'État. Comme le marquis de Saluces résolut d'éprouver la patience de sa femme par tourment, la confiance qu'elle témoigna. Griselodie ne fut pas longtemps avec son mari qu'elle devint enceinte, et enfanta une fille dont le marquis et ceux du pays firent grande fête. Bien qu'ils eussent mieux aimé un garçon, elle allaita jusqu'à l'âge d'être sevrée. Peu de temps après, le marquis, ne se contentant pas de vertueuse bonté qu'il connaissait en sa femme et de l'amitié obéissante qu'elle lui portait, entra dans sa chambre, faisant le fâcher, et lui dit : « Bien que tu sois à présent élevé en dignité, tu n'as pas oublié ton état du temps passé. Et de quel lieu tu es sorti ?
Mais il n'est pas ainsi de mes chevaliers, barons, gentilshommes et autres, qui ne peuvent cacher le mépris qu'ils ont au fond de moi, pour m'être marié à une femme de si basse condition. Et même de ce que tu as enfanté une fille, ils te supportent à regret. » La marquise, entendant ces discours, ne se troubla point, mais lui dit humblement : « Monseigneur, faites de moi ce qui vous plaira. Je suis la moindre de vos servantes. Je n'étais pas digne de l'honneur que vous m'avez fait, mais c'est vous-même qui l'avez voulu. » Cette réponse fut fort agréable au marquis. Peu de jours après, pour l'exercer davantage, il lui dit : « Mon peuple ne peut souffrir la fille que tu as enfantée. Et moi, qui veux vivre en paix avec eux, il faut que je condescende aux volontés publiques. Pour être fait de notre fille chose qui ne me saurait être plus fâcheuse. Mais à quoi je n'ai pas voulu consentir sans t'en donner d'avis, afin que tu supportes patiemment le mal. » Quand le marquis eut achevé ce discours, qui était des glaives tranchants pour percer le cœur de cette dame, laquelle gémissant mais sans témoigner sa tristesse, lui dit : « Vous êtes mon seigneur et mon époux. Moi et ma fille, nous vous sommes soumises, pour que vous disposiez de nous à votre volonté. Car je vous ai si bien gravé dans mon cœur qu'il n'y a que la mort qui puisse effacer votre image et votre mémoire. » Comme le marquis envoya quérir sa fille par un de ses serviteurs, feignant de lui avoir donné commandement de la tuer, et comme il l'envoie à Boulogne chez sa cousine. Quand le marquis eut ouï la réponse de sa femme, et considérant sa patience, il en fut joyeux, bien qu'il fît le fâcher. Il se sépara d'elle, et on avertit un de ses serviteurs touchant ce qu'il devait faire envers la petite fille. Il l'envoya secrètement à sa femme, lequel, faisant triste mine, lui dit : « Madame, si je veux sauver ma vie, il faut que je fasse le commandement de mon maître. C'est pourquoi je vous prie de m'excuser à l'avenir ce que je ferai. Vous êtes trop sage, madame, et trop clairvoyante pour ne pas connaître que c'est par l'ordre de monsieur, Monseigneur, lequel veut être obéi en toutes choses, que j'entreprends cela. Il m'a commandé de prendre votre fille. » Et comme si la parole lui eût manqué, il ne dit plus mot. Rhys le dit, voyant cela, et la pâleur douce du serviteur, se souvenant bien des paroles que son mari lui avait dites, ne doutait pas qu'on allât l'égorger. Elle prit donc courage, et forçant la nature, elle prit la fille, ayant un grand déplaisir en son cœur, et l'ayant quelque temps regardée, lui donna sa bénédiction. Le valet la porta à son maître, qu'il éleva soigneusement, et l'endoctrina en toute bonne mœurs et honnêteté, comme il convient à la fille d'un grand seigneur. Comme le marquis de Saluces voulut encore derechef éprouver la patience de sa femme, faisant semblant de vouloir tuer son fils. Cette tempête passée n'apaisa point la rigueur que le marquis avait résolu de faire souffrir à sa femme. Bien que la seule croyance qu'elle avait que sa fille fût morte était suffisante pour lui crever le cœur et la mettre dans un désespoir, elle n'en témoigna aucun ressentiment, mais continua son amitié et service, faisant gaiement envers son mari ce qui était son devoir, et ne parlait nullement de sa fille en sa présence ni en son absence. Le marquis ne lui en parlait point aussi. Un prenait garde à sa contenance, pour éprouver s'il trouverait en elle aucun signe de douleur. Ainsi, ils passèrent 4 ans ensemble, au bout desquels la marquise accoucha d'un beau fils, dont le marquis fut bien aise, et tout le peuple aussi. Quand il fut un peu grand et sevré, le marquis Derechef, ému de cruauté et non content de ce qu'il avait fait, avec des paroles plus piquantes que de vent, dit à sa femme avec fureur : « Tu sais bien
qu'il y a longtemps que mes gentilshommes et mes sujets sont mécontents de notre mariage. Et plus encore depuis que tu as eu des enfants qu'auparavant, et principalement depuis que tu as eu cet enfant, je n'ai pu vivre en aucune manière avec eux. Murmurant sans cesse, et ne les ai jamais vus si dépités. Ils ont oublié leur devoir jusqu'au point de dire « Il ferait bien beau voir que nous, qui sommes gentilshommes, fussions gouvernés après la mort de notre prince par le fils de la fille à Jeanne-Nicole, d'un chétif paysan. Voilà les discours qu'ils tiennent de nous-mêmes, dont je suis contraint de te quitter et prendre une autre femme. C'est pourquoi tu te disposeras à cela. » Griseldy, ayant entendu cela, fut fort affligé et lui dit qu'il était maître d'elle et de faire ce qu'il jugerait à propos, ainsi que de son fils. Comme le marquis faisait courir le bruit qu'il voulait épouser une autre femme. 12 ans après que la fille du marquis fut née, il sembla au marquis que le temps fut venu pour faire la dernière preuve de la patience de sa femme. Il fit courir un bruit entre les siens qu'il voulait répudier Griseldy et épouser une autre femme. La marquise, sachant ceci, et voyant qu'elle devait retourner en la maison de son père pour garder les brebis, comme auparavant, et voyant qu'une autre femme aurait celui qu'elle aimait uniquement, sentit en soi-même un grand chagrin, se disposa à surmonter celui-ci avec un visage arrêté, et se consolait en attendant la miséricorde de celui qu'elle avait donné son cœur, quand il l'épousa, pour en faire à sa volonté. « Quant au demeurant, dit-elle, je consens de retourner chez mon père finir ma vie, et céder la place à votre seconde épouse, et de vous laisser tous mes habillements, bijoux et anneaux, ne vous demandant que de me laisser une chemise. » Comme Griseldy s'en retourna en chemise en la maison de son père. Après que Griseldy, par ordre de son mari, se fut dépouillée de tout et qu'elle eut dit tous ses adieux, elle sortit du palais en chemise, nu-pieds et tête nue, et s'en retourna ainsi chez son père. Le pauvre homme, qui n'avait jamais pu croire que le marquis eût reputé sa fille pour son épouse, savait toujours douter que son seigneur en aurait passé son envie, il la renvoierait, s'attendant à toute heure de voir ce qu'il voyait. Lui avait toujours gardé les vieux habits qu'elle avait quittés lorsque le marquis l'épousa. Et n'en ayant point d'autre, il les lui remit ainsi, en présence de plusieurs gens d'honneur qui l'avaient accompagné, desquels le bonhomme avait plutôt entendu les cris que de sa fille. Elle prit son ancien habit, bien qu'il lui fût trop étroit, et sans montrer d'être fâchée, remercia ceux qui l'avaient accompagnée, et, leur ayant recommandé l'amour et l'obéissance de leur seigneur, se remit à faire de petits services en la maison de son père, comme elle avait accoutumé. Comme le marquis envoya quérir Griseldy pour lui faire garnir la chambre de sa nouvelle épouse. Quand le marquis eut fait tout ceci, qui fit entendre à tous ses sujets, qu'il avait arrêté son mariage avec la fille du comte de Paniche, et, faisant faire un grand apprêt pour la noce, il envoya quérir Griseldy, et étant venu, il lui dit « Ma future épouse doit arriver en peu de jours. C'est pourquoi je veux la recevoir honorablement avec toute sa compagnie. Tu sais bien que je n'ai personne ici qui sache bien orner les chambres et faire toutes les choses nécessaires pour un tel sujet. Ainsi je veux que toi, qui sais mieux les endroits du palais que tout autre, fasses tout ce que tu verras être nécessaire. Fais inviter tel seigneur et dame que bon te semblera, et reçois tant les étrangers venus avec ma future épouse que ceux que tu auras invités, comme si tu étais encore dame de Séan. Et tous mes officiers t'obéiront,
Et après la consommation du mariage, tu t'en retourneras chez ton père. Le jour des noces étant venu, bien qu'elle n'eût que ses pauvres habits sur le corps, elle reçut courtoisement et avec un gracieux visage tous les invités, et semblait bien à tous ceux qui la voyaient qu'elle était remplie d'une grande sagesse et prudence. Comme le marquis envoya quérir ses enfants à Boulogne, feignant que la fille fût celle qu'il voulut épouser, et comme Griseldy fut remise en honneur. Le marquis, ayant fait nourrir soigneusement ses enfants à Boulogne, sa fille étant déjà âgée de 12 ans, et son fils d'environ 6, avait été envoyé à son fidèle serviteur à Boulogne, vers la comtesse de Paniche, la priant de dire qu'elle emmenait cette fille pour être femme du marquis de Saluces, et sans déclarer à personne aucunement qui elle était. Le comte, pour faire ce que le marquis le priait, dans peu de jours se mit en chemin, avec sa femme et les 10 enfants, et une grande compagnie. Puis, ayant donné avis par un courrier de son départ, arriva au jour assigné à Saluces, environ midi, rencontrant ceux de la ville qui attendaient cette nouvelle marquise, dont chacun fut surpris de la beauté de cette jeune princesse, disant tous que le marquis ne perdait rien au change, et qu'elle était bien d'une autre condition que la fille de Janicole. Les dames auparavant avaient instamment prié le marquis de permettre ou que Griseldy demeurât enfermée dans une chambre, ou de lui donner un des habits qui lui avaient servi autrefois, afin que, pour son honneur, celle qui avait été sa femme fidèle si longtemps ne fût pas ainsi mal vêtue devant ces étrangers. Mais il n'en voulut rien faire. Griseldy, ayant été longtemps dans la chambre avec la pucelle et son frère, ne se pouvait saouler de les regarder, admirant grandement la beauté de sa fille et sa bonne grâce. Le dîner étant prêt, Griseldy l'amena dans une salle où elle fut assise au milieu des plus grandes dames du pays ou des autres de sa compagnie, tandis que Griseldy était occupée à mettre en ordre que rien ne manquât. Comme le comte et la comtesse de Paniche retournèrent en leur pays. Après plusieurs jours de réjouissance et de divertissement, le comte et la comtesse de Paniche voulurent retourner en leur pays. Étant bien aise de voir cette conjugalité remise, mais auparavant, le marquis voulut les remercier des bons offices qu'ils lui avaient rendus, et leur fit de beaux présents. Et s'étant embarrassés les uns des autres, ils partirent pour Bologne, dont le marquis et les principaux de la cour les conduisirent pendant 6 lieues.